Fernand Braudel. Position de l'histoire en 1950. Quelques éléments biographiques pour commencer. Fernand Braudel est né à Luméville, en Ornois, dans le département de la Meuse. Un petit village de 250 habitants, le 24 août 1902. Son père était instituteur. Braudel eut, à l'école primaire de Mériel, en Seine-et-Oise, Jean Gabin comme condisciple. Il était le mauvais élève et moi le bon élève. Il est tenté par la médecine, carrière dont son père le dissuade. Agrégé d'histoire à 20 ans, il est nommé au lycée de Constantine puis à Alger, occasion de sa découverte de la Méditerranée. J'ai passionnément aimé la Méditerranée, sans doute parce que je suis venu du Nord, comme tant d'autres, après tant d'autres. Il fait son service militaire dans l'armée d'occupation du Rhin, en 1925. Retourne enseigner en Algérie, jusqu'en 1932, où il est nommé au lycée Pasteur à Paris, puis à Condorcet et Henri IV, où il ne reste que 3 mois avant de partir au Brésil, à l'université de Sao Paulo, en 1935. La grande période de sa vie. C'est le Brésil qui m'a permis d'arriver à une certaine conception de l'histoire que je n'aurais pas eue si j'étais resté toujours autour de la Méditerranée. C'est au retour d'un voyage au Brésil, en 1937, que va s'instaurer cette grande amitié avec Lucien Febvre, qui aura tant d'importance dans la vie de Fernand Braudel. Il reste 3 ans au Brésil et entre à l'école pratique des hautes études, 4e section, philologie et histoire, en 1937 donc. Mobilisé en 1938 sur la frontière des Alpes, il fera la guerre en 1939-40 sur la ligne Maginot. Fait prisonnier, il restera en captivité de juillet 1940 à mai 1945, 2 ans à Mayenne, ensuite à Lübeck, dans un camp de représailles. C'est en captivité qu'il aura l'intuition fondamentale concernant la manière d'ordonner sa thèse sur la Méditerranée, celle des 3 temporalités. Il soutient en 1947 sa thèse « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II », qui sera publiée 2 ans plus tard. En 1949, au départ de Lucien Febvre, il est élu au Collège de France, où il enseignera durant 23 ans. Il parlera du collège comme d'une machine à mettre un savant ou un intellectuel au-dessus de lui-même. Avec Lucien Febvre et Charles Morazet, il fonde la 6e section de l'école pratique des hautes études, sciences économiques et sociales, une des choses les plus remarquables de l'enseignement universitaire qui devait accueillir parmi tant d'autres Lucien Goldman, Pierre-Franck Castel, Lucien Grémas, Roland Barthes ou encore Charles Bettelheim. Il en est président de 1956 à 1972. Il fonde en 1962 la Maison des sciences de l'homme. Il sera directeur des Annales depuis 1946. En 1967, il publie une première version de sa grande œuvre « Civilisation matérielle, économie et capitalisme ». Ce premier volume sera publié une nouvelle fois avec les 2 qui vont suivre en 1979. Enfin, à la fin de sa vie, il publiera les premiers tomes de son Identité de la France qui ne put achever vu son grand âge. Il mourut en 1985. Voici donc le texte de la leçon inaugurale qu'il prononça au Collège de France le 1er décembre 1950. L'histoire se trouve aujourd'hui devant des responsabilités redoutables, mais aussi exaltantes. Sans doute parce qu'elle n'a jamais cessé, dans son être et dans ses changements,
de dépendre de conditions sociales concrètes. L'histoire est fille de son temps. Son inquiétude est donc l'inquiétude même qui pèse sur nos cœurs et nos esprits. Et si ces méthodes, ces programmes, ces réponses les plus serrées, les plus sûres hier, si ces concepts craquent tous à la fois, c'est sous le poids de nos réflexions, de notre travail et, plus encore, de nos expériences vécues. Or, ces expériences, durant ces 40 dernières années, ont été particulièrement cruelles pour tous les hommes. Elles nous ont rejetés avec violence vers le plus profond de nous-mêmes et, par-delà, vers le destin d'ensemble des hommes, c'est-à-dire vers les problèmes cruciaux de l'histoire. Occasion de nous apitoyer, de souffrir, de penser, de remettre forcément tout en question. D'ailleurs, pourquoi l'art fragile d'écrire l'histoire échapperait-il à la crise générale de notre époque? Nous abandonnons un monde sans avoir toujours eu le temps de connaître ou même d'apprécier ses bienfaits, ses erreurs, ses certitudes et ses rêves. Dirons-nous le monde du premier XXe siècle? Nous le quittons, ou plutôt, il se dérobe, inexorablement, devant nous. Les grandes catastrophes ne sont pas forcément les ouvrières. Elles sont assurément les annonciatrices infaillibles des révolutions réelles, et toujours une mise en demeure d'avoir à penser, ou mieux à repenser l'univers. De la tourmente de la grande Révolution française qui, pendant des années, a été toute l'histoire dramatique du monde, naît la méditation du comte de Saint-Simon, puis celle de ses disciples ennemis, Auguste Comte, Proudhon, Karl Marx, qui n'ont pas cessé, depuis lors, de tourmenter les esprits et les raisonnements des hommes. Petit exemple plus proche de nous. Durant l'hiver qui suit la guerre franco-allemande de 1870-1871, quel témoin mieux à l'abri que Jacob Burckhardt en sa chère université de Bâle? Et cependant l'inquiétude lui rend visite. Un besoin de grande histoire le presse. Son cours porte, ce semestre-là, sur la Révolution française. Elle n'est, déclare-t-il dans une trop juste prophétie, qu'un premier acte, un lever de rideau, l'instant initial d'un siècle de révolution appelé à durer. Siècle interminable, en vérité, qui marquera de ses traits rouges l'étroite Europe et le monde entier. Un long répit, cependant, allait courir pour l'Occident de 1871 à 1914. Mais qui dira combien ces années relativement paisibles, presque heureuses, allaient progressivement rétrécir l'ambition de l'histoire, comme si notre métier, pour être en alerte, avait besoin, sans fin, de la souffrance et de l'insécurité flagrante des hommes. Puis-je dire, avec quelle émotion j'ai lu, en 1943, le dernier ouvrage de Gaston Roupnel, Histoire et destin, livre prophétique, halluciné, à demi perdu dans le rêve, mais soulevé par tant de pitié pour la peine des humains. Il devait m'écrire plus tard. J'ai commencé ce livre dans les tout premiers jours de juillet 1940. Je venais de voir passer, dans mon village de Gevrey-Chambertin, sur la grande route nationale, les flots de l'exode, du douloureux exode, les pauvres gens, les voitures, les charrettes, les gens à pied, une lamentable humanité, toute la misère des routes, et cela pêle-mêle avec des troupes, des soldats sans armes. Cette immense panique, c'était cela la France. Sur mes vieux jours, aux infortunes irrémédiables de la vie privée, allait s'ajouter le sentiment de l'infortune publique, nationale. Mais au vent du malheur, des dernières méditations de Gaston Roupnel, l'histoire, la grande, l'aventureuse histoire repartait, toute voile gonflée. Michelet redevenait son Dieu. Il me semble, m'écrivait-il encore, le génie qui remplit l'histoire. Notre époque n'est que trop riche en catastrophes, en révolutions, en coups de théâtre, en surprises.
La réalité du social, la réalité foncière de l'homme, se découvre nouvelle à nos yeux. Et, qu'on le veuille ou non, notre vieux métier d'historien ne cesse de bourgeonner et de refleurir dans nos mains. Oui, que de changements. C'est la fin, je crois. Hein? Il y a une demi-heure. Tous les symboles sociaux, ou presque tous, et certains pour lesquels nous serions morts hier sans trop discuter, se sont vidés de leur contenu. La question est de savoir s'il nous sera possible, non pas de vivre, mais de vivre et de penser paisiblement, sans leurs repères et la lumière de leurs phares. Tous les concepts intellectuels se sont infléchis ou rompus. La science sur laquelle, profanes, nous nous appuyons même sans le savoir, la science, ce refuge et cette nouvelle raison de vivre du XIXe siècle, s'est transformée, du jour au lendemain, brutalement, pour renaître à une vie différente, prestigieuse mais instable, toujours en mouvement mais inaccessible, et nous n'aurons sans doute jamais plus le temps ni la possibilité de rétablir avec elle un dialogue convenable. Toutes les sciences sociales, y compris l'histoire, ont pareillement évolué, de façon moins spectaculaire, mais non moins décisive. Un nouveau monde, pourquoi pas une nouvelle histoire? Aussi bien évoquerons-nous avec tendresse et un peu d'irrévérence nos maîtres d'hier et d'avant-hier. Que l'on nous pardonne. Voici le mince livre de Charles-Victor Langlois et de Charles Seignobos, cette introduction aux études historiques parue en 1897. Aujourd'hui sans portée, mais hier et pendant de longues années, ouvrage décisif. Étonnant point d'arrêt. De ce livre lointain, bourré de principes et de recommandations menues, un portrait de l'historien, au début de ce siècle, se dégagerait sans trop de peine. Imaginez un peintre, un paysagiste. Devant lui, des arbres, des maisons, des collines, des routes, tout un paysage tranquille. Telle, en face de l'historien, la réalité du passé. Une réalité vérifiée, époustée, reconstruite. De ce paysage, rien ne devait échapper au peintre, ni ses buissons, ni cette fumée. Ne rien omettre. Si, pourtant, le peintre oubliera sa propre personne, car l'idéal serait de supprimer l'observateur, comme s'il fallait suspendre la réalité sans l'effaroucher, comme si l'histoire, hors de nos reconstructions, était à saisir à l'état naissant, donc à l'état de matériaux bruts, de faits purs. L'observateur est source d'erreur. Contre lui, la critique doit rester vigilante. L'instinct naturel d'un homme à l'eau, écrivait sans sourire Charles-Victor Langlois, est de faire tout ce qu'il faut pour se noyer. Apprendre à nager, c'est acquérir l'habitude de réprimer les mouvements spontanés et d'en exécuter d'autres. De même, l'habitude de la critique n'est pas naturelle. Il faut qu'elle soit inculquée, et elle ne devient organique que par des exercices répétés. Ainsi, le travail historique est un travail critique par excellence. Lorsqu'on s'y livre sans s'être préalablement mis en défense contre l'instinct, on s'y noie. Nous n'avons rien à dire contre la critique des documents et matériaux de l'histoire. L'esprit historique est critique à sa base. Mais il est aussi, au-delà de prudences qui vont de soi, il est reconstruction. Ce que Charles Seignobos a su dire, avec son intelligence aiguë, à 2 ou 3 reprises. Mais, après tant de précautions, était-ce suffisant pour préserver l'élan nécessaire à l'histoire? Certes, si nous allions plus loin, pour ce retour en arrière, si nous nous adressions cette fois à de très grands esprits, un Cournot, un Paul Lacombe, ses précurseurs, ou à de très grands historiens, un Michelet surtout, un Ranke, un Jacob Burckhardt, un Fustel de Coulanges, leur génie nous interdirait de sourire. Cependant, si l'on accepte peut-être Michelet, lui encore, le plus grand de tous, chez qui il y a tant d'éclairs et de prémonitions géniales, cependant, il n'en est pas moins vrai que leur réponse ne s'accorderait guère à nos questions.
Historiens d'aujourd'hui, nous avons le sentiment d'appartenir à un autre âge, à une autre aventure de l'esprit. Surtout, notre métier ne nous paraît plus cette entreprise calme, assurée, avec de justes primes données au seul travail et à la seule patience. Il ne nous laisse pas cette certitude d'avoir cerné la matière entière de l'histoire qui, pour se rendre à nous, n'attendrait plus que notre courage appliqué. À coup sûr, rien n'est plus étranger à notre pensée que cette remarque de Ranke, tout jeune, en 1817, qui, dans une apostrophe enthousiaste à Goethe, parlait avec ferveur du terrain solide de l'histoire. C'est une tâche difficile, condamnée à l'avance, que de dire en quelques mots ce qui a vraiment changé dans le domaine de nos études et surtout comment et pourquoi le changement s'est opéré. 1000 détails nous sollicitent. Albert Thibaudet prétendait que les vrais bouleversements sont toujours simples sur le plan de l'intelligence. Alors, où se situe cette petite chose simple, cette novation efficace? Certainement pas dans cette faillite de la philosophie de l'histoire, préparée longtemps à l'avance et dont personne, avant même le début de ce siècle, n'acceptait plus les ambitions et les conclusions hâtives. Pas davantage dans la banqueroute d'une histoire-science, à peine esquissée d'ailleurs. Il n'y avait pas de science, disait-on hier, que capable de prévoir. Elle devait être prophétique ou ne pas être. Nous penserions aujourd'hui qu'aucune science sociale, y compris l'histoire, n'est prophétique et, par suite, selon les règles anciennes du jeu, aucune d'entre elles n'aurait droit au beau nom de science. Il n'y aurait de prophétie, d'ailleurs, remarquez-le bien, que s'il y avait continuité de l'histoire, ce que les sociologues, non pas tous les historiens, mettent violemment en doute. Mais à quoi bon discuter sur ce mot trouble de science et sur tous les faux problèmes qui en dérivent? Autant s'engager dans le débat plus classique, mais plus stérile encore, de l'objectivité et de la subjectivité en histoire, dont nous ne nous délivrerons pas tant que des philosophes, par habitude peut-être, s'y attarderont. Tant qu'ils n'oseront pas se demander si les sciences les plus glorieuses du réel ne sont pas, elles aussi, objectives et subjectives à la fois. Pour nous, qui nous résignerions sans peine à ne pas croire à l'obligation de l'antithèse, nous allégerions volontiers de ce débat nos habituelles discussions de méthode. Ce n'est pas entre peintre et tableau, ou même, audace qu'on eût trouvée excessive, entre tableau et paysage que se situe le problème de l'histoire, mais bien dans le paysage lui-même, au cœur même de la vie. Comme la vie elle-même, l'histoire nous apparaît un spectacle fuyant, mouvant, fait de l'entrelacement de problèmes inextricablement mêlés et qui peut prendre tour à tour 100 visages divers et contradictoires. Cette vie complexe, comment l'aborder et la morceler pour pouvoir la saisir ou du moins en saisir quelque chose? De nombreuses tentatives pourraient nous décourager à l'avance. Nous ne croyons plus ainsi à l'explication de l'histoire par tel ou tel facteur dominant. Il n'y a pas d'histoire unilatérale. Ne la domine exclusivement ni le conflit des races dont les chocs ou l'accord auraient déterminé tout le passé des hommes, ni les puissants rythmes économiques, facteurs de progrès ou de débâcle, ni les constantes tensions sociales, ni ce spiritualisme diffus d'un Ranke par quoi se sublimise pour lui l'individu et la vaste histoire générale, ni le règne de la technique, ni la poussée démographique, cette poussée végétale avec ses conséquences à retardement sur la vie des collectivités. L'homme est autrement complexe. Pourtant, ces tentatives, pour réduire le multiple au simple ou au presque simple, ont signifié un enrichissement sans précédent, depuis plus d'un siècle, de nos études historiques. Elles nous ont mis progressivement sur le chemin du dépassement de l'individu et de l'événement, dépassement prévu longtemps à l'avance, pressenti, entrevu, mais qui, dans sa plénitude, vient de s'assouplir seulement devant nous. Là est peut-être le pas décisif qui implique et résume toutes les transformations. Nous ne nions pas, pour autant, la réalité des événements ou le rôle des individus, ce qui serait puéril. Encore faudrait-il remarquer que l'individu est trop souvent, dans l'histoire,
une abstraction. Il n'y a jamais dans la réalité vivante d'individu enfermé en lui-même. Toutes les aventures individuelles se fondent dans une réalité plus complexe, celle du social, une réalité entrecroisée, comme dit la sociologie. Le problème ne consiste pas à nier l'individuel sous prétexte qu'il est frappé de contingence, mais bien à le dépasser, à le distinguer des forces différentes de lui, à réagir contre une histoire arbitrairement réduite au rôle d'héros quintessentiels. Nous ne croyons pas au culte de tous ces demi-dieux ou, plus simplement, nous sommes contre l'orgueilleuse parole unilatérale de Treitschke « Les hommes font l'histoire ». Non, l'histoire fait aussi les hommes et façonne leur destin. Histoire anonyme, profonde et souvent silencieuse, dont il faut maintenant aborder l'incertain mais immense domaine. La vie, l'histoire du monde. Toutes les histoires particulières se présentent à nous sous la forme d'une série d'événements. Entendez d'actes toujours dramatiques et brefs. Une bataille, une rencontre d'hommes d'État, un discours important, une lettre capitale, sont des instantanés d'histoire. J'ai gardé le souvenir, une nuit, près de Bahia, d'avoir été enveloppé par un feu d'artifice de lucioles phosphorescentes. Leur lumière pâle éclatait, s'éteignait, brillait à nouveau, sans trouer la nuit de vraie clarté. Ainsi les événements. Au-delà de leur lueur, l'obscurité reste victorieuse. Un autre souvenir me permettra d'abréger encore mon raisonnement. Il y a une vingtaine d'années, en Amérique, un film, annoncé longtemps à l'avance, produisait une sensation sans pareille. Ni plus ni moins que le premier film authentique, disait-on, sur la Grande Guerre, devenue depuis lors, assez tristement, la Première Guerre mondiale. Pendant plus d'une heure, il nous fut donné de revivre les heures officielles du conflit, d'assister à 5 entrevues militaires, passées les unes par le roi George V d'Angleterre, les autres par le roi des Belges, ou par le roi d'Italie, ou par l'empereur d'Allemagne, ou par notre président Raymond Poincaré. Il nous fut donné d'assister à la sortie des grandes conférences diplomatiques et militaires, à tout un défilé de personnes illustres mais oubliées, que rendait plus fantomatique encore et irréelle la démarche saccadée du cinéma de ces années lointaines. Quant à la vraie guerre, elle était représentée par 3 ou 4 trucages et explosions factices. Un décor. L'exemple est sans doute excessif, comme tous les exemples que l'on veut charger d'enseignement. Avouez cependant que, souvent, ce sont ces minces images que nous offre du passé et de la sueur des hommes la chronique, l'histoire traditionnelle, l'histoire récit chère à Ranke. Des lueurs, mais sans clarté. Des faits, mais sans humanité. Notez que cette histoire récit a toujours la prétention de dire les choses comme elles se sont réellement passées. Ranke a cru profondément en ce mot lorsqu'il l'a prononcé. En réalité, elle se présente comme une interprétation, à sa manière sournoise, comme une authentique philosophie de l'histoire. Pour elle, la vie des hommes est dominée par des accidents dramatiques, par le jeu des êtres exceptionnels qui y surgissent, maîtres souvent de leur destin et plus encore d'une autre. Et, lorsqu'elle parle d'histoire générale, c'est finalement à l'entrecroisement de ces destins exceptionnels qu'elle pense, car il faut bien que chaque héros compte avec un autre héros. Fallacieuse illusion, nous le savons tous, ou disons, plus équitablement, vision d'un monde trop étroit, familier à force d'avoir été prospecté et mis en cause, où l'historien se plaît à fréquenter les princes de ce monde, un monde, par surcroît, arraché de son contexte, où l'on pourrait croire en toute bonne foi que l'histoire est un jeu monotone, toujours différent, mais toujours semblable, comme les 1000 combinaisons des figures d'échecs, un jeu qui met en cause des situations sans fin analogues, des sentiments toujours les mêmes, sous le signe d'un éternel et impitoyable retour des choses.
La tâche est justement de dépasser cette marge première de l'histoire. Il faut aborder en elle-même et pour elle-même les réalités sociales. J'entends par là toutes les formes larges de la vie collective, les économies, les institutions, les architectures sociales, les civilisations, enfin, elles surtout, toute réalité que les historiens d'hier, certes, n'ont pas ignorée, mais que, sauf d'étonnants précurseurs, ils ont trop souvent vu comme une toile de fond, disposée seulement pour expliquer, ou comme si l'on voulait expliquer les actions d'individus exceptionnels autour desquels l'historien s'attarde avec complaisance. Immenses erreurs de perspective et de raisonnement, car ce que l'on cherche ainsi à accorder, à inscrire dans le même cadre, ce sont des mouvements qui n'ont ni la même durée, ni la même direction. Les uns qui s'intègrent dans le temps des hommes, celui de notre vie brève et fugitive, les autres dans ce temps des sociétés pour qui une journée, une année, ne signifie pas grand-chose, pour qui parfois un siècle entier n'est qu'un instant de la durée. Entendons-nous. Il n'y a pas un temps social d'une seule et simple coulée, mais un temps social à 1000 vitesses, à 1000 lenteurs, qui n'ont presque rien à voir avec le temps journalistique de la chronique et de l'histoire traditionnelle. Je crois ainsi à la réalité d'une histoire particulièrement lente des civilisations, dans leur profondeur abyssale, dans leurs traits structuraux et géographiques. Certes, les civilisations sont mortelles dans leurs floraisons les plus précieuses. Certes, elles brillent, puis elles s'éteignent, pour refleurir sous d'autres formes. Mais ces ruptures sont plus rares, plus espacées qu'on ne le pense. Et surtout, elles ne détruisent pas tout également. Je veux dire que, dans telle ou telle ère de civilisation, le contenu social peut se renouveler 2 ou 3 fois presque entièrement sans atteindre certains traits profonds de structure qui continueront à la distinguer fortement des civilisations voisines. D'ailleurs, il y a, plus lente encore que l'histoire des civilisations, presque immobile, une histoire des hommes dans leur rapport serré avec la terre qui les porte et les nourrit. C'est un dialogue qui ne cesse de se répéter, qui se répète pour durer, qui peut changer et change en surface, mais se poursuit, tenace, comme s'il était hors de l'atteinte et de la morsure du temps. Si je ne me trompe, les historiens commencent à prendre conscience, aujourd'hui, d'une histoire nouvelle, d'une histoire lourde dont le temps ne s'accorde plus à nos anciennes mesures. Cette histoire ne s'offre pas à eux comme une découverte facile. Chaque forme d'histoire implique, en effet, une érudition qui lui corresponde. Puis-je dire que tous ceux qui s'occupent des destins économiques, des structures sociales et des multiples problèmes, souvent d'intérêt menu, des civilisations, se trouvent en phase de recherche auprès desquels les travaux des érudits les plus connus du XVIIIe et même du XIXe siècle nous semblent d'une étonnante facilité. Une histoire neuve n'est possible que par l'énorme mise à jour d'une documentation qui réponde à ces questions neuves. Je doute même que l'habituel travail artisanal de l'historien soit à la mesure de nos ambitions actuelles. Avec le danger que cela peut représenter et les difficultés que la solution implique, il n'y a pas de salut hors des méthodes de travail par équipe. Donc, tout un passé à reconstruire. Des tâches interminables se proposent et s'imposent à nous, même pour les réalités les plus simples de ces vies collectives. Je veux dire les rythmes économiques à brève durée de la conjoncture. Voici bien identifiée à Florence une crise assez vive de recul entre 1580 et 1585, appelée à se creuser vite, puis à se combler d'un coup. Des recherches à Florence et autour de Florence l'indiquent par des signes aussi clairs que ces rapatriements de marchands florentins qui quittent alors la France et la Haute-Allemagne et parfois plus encore abandonnent leurs boutiques
pour racheter des terres en Toscane. Cette crise, si nette à première auscultation, il faudrait la mieux diagnostiquer, l'établir scientifiquement par des séries cohérentes de prix. Travail local encore, mais la question se pose aussitôt de savoir si la crise est toscane ou générale. Nous la rencontrons vite à Venise, nous la rencontrons aisément à Ferrare. Mais jusqu'où a-t-elle fait sentir sa brusque morsure? Sans connaître son air exact, nous ne saurions préciser sa nature. Alors, faut-il que l'historien se mette en route vers tous les dépôts d'archives d'Europe, où il prospectera des séries ordinairement ignorées de l'érudition? Interminable voyage, car tout lui reste à faire. Pour comble d'embarras, cet historien qui se préoccupe de l'Inde et de la Chine et pense que l'Extrême-Orient a commandé la circulation des métaux précieux au XVIe siècle et par-delà le rythme de la vie économique entière du monde, cet historien note qu'à ces années de gêne florentine correspondent décalées, à peine dans le temps, des années de troubles en Extrême-Orient pour le commerce des épices et du poivre. Des faibles mains portugaises, celui-ci est alors ressaisi par les habiles marchands morts, et au-delà de ces vieux habitués de l'océan Indien et de la Sonde, par les caravaniers de l'Inde, tout étant finalement englouti par la Haute-Asie et la Chine. D'elle-même, la recherche, en ces domaines si simples, vient de faire le tour du monde. Je suis préoccupé, justement, avec quelques jeunes historiens, d'étudier la conjoncture générale du XVIe siècle, et j'espère vous entretenir un jour prochain. Est-il besoin de vous dire, à ce propos, que c'est encore le monde entier qui s'impose à notre attention? La conjoncture du XVIe siècle, ce n'est pas seulement Venise, ou Lisbonne, Anvers, ou Séville, Lyon, ou Milan. C'est encore la complexe économie de la Baltique, les vieux rythmes de la Méditerranée, les importants courants de l'Atlantique et ceux du Pacifique des Ibériques, des jonques chinoises, et j'oublie bien des éléments à dessein. Mais il faut dire encore que la conjoncture du XVIe siècle, c'est également d'un côté le XVe et de l'autre le XVIIe siècle. Ce n'est pas seulement le mouvement d'ensemble des prix, mais bien la gerbe diverse de ces prix et leur comparaison, ceux-ci s'accélérant plus ou moins que ceux-là. Sans doute est-il vraisemblable que les prix du vin et des biens fonds précédèrent alors tous les autres dans leur course régulière. Ainsi s'expliquerait, à nos yeux, de quelle façon la Terre a épongé, si l'on peut dire, attiré, immobilisé la fortune des nouveaux riches. Tout un drame social. Et par là s'expliquerait aussi cette civilisation envahissante, obstinée de la vigne et du vin. Les prix le veulent, alors grossissent ces flottes de navires chargés de futailles en direction du nord, à partir de Séville, des côtes portugaises ou de la Gironde. Alors grossissent pareillement ces fleuves de carrioles, ces carretoni, qui, par le Brenner, apportent chaque année à l'Allemagne les vins nouveaux du Frioul et des Vénéties. Ces vins troubles que Montaigne lui-même aura dégustés sur place avec plaisir. L'histoire des techniques, la simple histoire des techniques, au-delà de recherches incertaines, minutieuses, sans cesse, interrompues, car le fil ne casse que trop souvent entre nos doigts, ou, si vous le voulez, les documents interrogés font brusquement défaut. Cette histoire des techniques découvre, elle aussi, de trop vastes paysages, pose de trop larges problèmes. Au XVIe siècle, la Méditerranée prise en bloc, a connu toute une série de drames techniques. Alors s'installe l'artillerie sur le pont étroit des bateaux, avec quelle lenteur d'ailleurs. Alors se transmettent ses secrets vers le haut pays du Nil ou l'intérieur du Proche-Orient. Chaque fois de rudes conséquences en découlent. Alors, autre drame et plus silencieux,
se produit une lente et curieuse diminution des tonnages marins. Les coques deviennent de plus en plus mesurées et légères. Venise et Raguse sont les patries des gros cargos. Leurs voiliers de charge jaugent jusqu'à 1000 tonnes et au-delà. Ce sont les grands corps flottants de la mer. Mais bientôt, contre les géants de la mer, se marque partout la fortune des petits voiliers, grecs, provençaux, marseillais ou nordiques. À Marseille, c'est l'heure victorieuse des tartanes, des saètes, des naves minuscules. On tiendrait ces esquifs au creux de la main. Rarement ils dépassent 100 tonnes. Mais, à la besogne, ces navires de poche font leur preuve. Le moindre vent les pousse. Ils entrent dans tous les ports. Ils chargent en quelques jours, en quelques heures, alors que les navires de Raguse mettent des semaines et des mois à avaler leur cargaison. Qu'un de ces gros cargos ragusins se saisisse par fortune d'un léger navire marseillais, s'adjuge sa cargaison et, jetant à l'eau l'équipage, fasse tout disparaître en un instant du navire rival, le fait divers illustre, un instant, la lutte des gros contre les petits esquifs de la mer. Mais nous aurions tort de croire le conflit circonscrit à la mer intérieure. Gros et petits se heurtent et se dévorent sur les 7 mers du monde. En Atlantique, leur lutte est la plus grande lutte du siècle. Les îles ibériques envahiront-ils l'Angleterre? C'est le problème posé avant, pendant et après l'invincible armada. Les Nordiques mordront-ils sur la péninsule? Et c'est l'expédition contre Cadix. Ou mordront-ils sur l'empire des Ibériques? Et c'est Drake et Cavendish et bien d'autres. Les Anglais tiennent la Manche, les Ibériques Gibraltar. Laquelle de ces suprématies est la plus avantageuse? Mais surtout, qui triomphera des lourdes caraques portugaises, des pesants galions espagnols ou des fins voiliers du Nord? 1000 tonnes d'un côté, 200, 150 parfois de l'autre. Lutte souvent inégale, illustrée par ces gravures de l'époque qui montrent un des géants ibériques encerclé par une nuée de coques lilliputiennes. Les petits harcèlent les gros, les criblent de coups. Quand ils s'en emparent, ils prennent l'or, les pierres précieuses, quelques colis d'épices, puis ils brûlent l'énorme et inutile carcasse. Mais le fin mot de l'histoire est-il seulement dans ce résumé trop clair? Si la résistance ibérique continue, c'est tout de même que passe, à peu près indemne, guidés par la main de Dieu, disent les Génois, les convois de galions qui vont vers les Antilles et en reviennent chargés d'argent. C'est que les mines du Nouveau Monde restent au service des maîtres ibériques. L'histoire des navires n'est pas une histoire en soi. Elle est à resituer entre les autres histoires qui l'entourent et la soutiennent. Ainsi la vérité, sans se refuser, se dérobe une fois de plus devant nous. Tout problème à pied d'œuvre, je le répète, ne cesse de se compliquer, de s'étendre en surface et en épaisseur, d'ouvrir sans fin de nouveaux horizons de labeur. J'aurai l'occasion de vous le dire à propos de cette vocation impériale du XVIe siècle dont je dois vous entretenir cette année et qui n'est pas, comme vous vous en doutiez, à inscrire au seul crédit du XVIe siècle lui-même. Aucun problème, jamais, ne se laisse enfermer dans un seul cadre. Si l'on quitte le domaine de l'économique, de la technique, pour celui des civilisations, si l'on rêve à ces insidieuses, presque invisibles fêlures qui, en un siècle ou deux, deviennent de profondes cassures au-delà desquelles tout change de la vie et de la morale des hommes, si l'on rêve à ces prestigieuses révolutions intérieures, alors l'horizon, lent à se dégager, s'élargit et se complique avec plus d'intensité encore. Un jeune historien italien, à la suite de patientes prospections, a le sentiment que l'idée de la mort et la représentation de la mort changent du tout au tout vers le milieu du XVe siècle. Un profond fossé se creuse alors. À une mort céleste, tournée vers l'au-delà et calme, porte largement ouverte où tout l'homme, son âme et son corps presque entier, passe sans trop se crisper à l'avance,
à cette mort sereine se substitue une mort humaine, déjà sous le premier signe de la raison. Je résume mal le passionnant débat, mais que cette mort nouvelle, lente à montrer son vrai visage, naisse, ou semble naître longtemps à l'avance dans les complexes pays rénants, voilà qui oriente l'enquête, et nous met au contact de cette histoire silencieuse mais impérieuse des civilisations. Alors nous naviguerons au-delà de l'habituel décor de la Réforme, non sans tâtonner d'ailleurs, à force de précaution et de patiente recherche. Il faudra lire les livres de dévotion et les testaments, collectionner les documents iconographiques ou, dans les villes, bonnes gardiennes de leurs chartriers, comme à Venise, consulter les papiers des Inquisitori contra Bestemier, ces archives noires du contrôle des mœurs d'imprescriptible valeur. Mais il ne suffit pas, vous le savez, de se réfugier dans cette nécessaire et interminable prospection de matériaux neufs. Ces matériaux, il faut les soumettre à des méthodes. Sans doute celle-ci, certaines au moins, varie-t-elle d'un jour à l'autre. Dans 10 ou 20 ans, nos méthodes en économie, en statistique, ont des chances d'avoir perdu de leur valeur, en même temps que nos résultats qui seront contestés, jetés à terre. Le sort d'études relativement récentes est là pour nous le dire. Ces informations, ces matériaux, il faut aussi les soulever, les repenser à la mesure de l'homme. Et au-delà de leur précision, il s'agit, si possible, de retrouver la vie. Montrer comment ces forces se lient, se coudoient ou se heurtent, comment aussi, bien souvent, elles mêlent leurs eaux furieuses. Tout ressaisir pour tout resituer dans le cadre général de l'histoire, pour que soit respectée, malgré les difficultés, les antinomies et les contradictions foncières, l'unité de l'histoire qui est l'unité de la vie. Trop lourde tâche, direz-vous. On pense toujours aux difficultés de notre métier. Sans vouloir les nier, n'est-il pas possible de signaler pour une fois ces irremplaçables commodités? Au premier examen, ne pouvons-nous pas dégager l'essentiel d'une situation historique quant à son devenir? Des forces aux prises, nous savons celles qui l'emporteront. Nous discernons à l'avance les événements importants, ceux qui auront des conséquences, à qui l'avenir sera finalement livré. Privilège immense, qui saurait, dans les faits mêlés de la vie actuelle, distinguer aussi sûrement le durable de l'éphémère. Or, cette distinction se situe au cœur de la recherche des sciences sociales, au cœur de la connaissance, au cœur des destins de l'homme, dans la zone de ses problèmes capitaux. Historiens, nous sommes sans peine introduits dans ce débat, qui n'ira, par exemple, que l'immense question de la continuité et de la discontinuité du destin social, que les sociologues discutent, ne soit, au premier chef, un problème d'histoire. Si de grandes coupures tronçonnent les destins de l'humanité, si, au lendemain de leur déchirure, tout se repose en termes nouveaux et que rien ne vaille plus de nos outils ou de nos pensées d'hier, la réalité de ces coupures relève de l'histoire. Y a-t-il, ou n'y a-t-il pas, exceptionnelle et brève coïncidence entre tous les temps variés de la vie des hommes? Immense question qui est nôtre. Toute progression lente s'achève un jour. Le temps des vraies révolutions est aussi le temps qui voit fleurir les roses. L'histoire a été amenée sur ces bords peut-être périlleux par la vie même. Je l'ai dit, la vie est notre école. Mais ces leçons, l'histoire n'a pas été seule à les entendre et, les ayant comprises, à en tirer des conséquences. En fait, elle a profité, avant tout, de la poussée victorieuse des jeunes sciences humaines, plus sensibles encore qu'elles-mêmes aux conjonctures du présent. Nous avons vu naître, renaître ou s'épanouir, depuis 50 ans, une série de sciences humaines impérialistes et, chaque fois, leur développement a signifié pour nous, historiens, des chocs, des complications,
puis d'immenses enrichissements. L'histoire est peut-être la plus grande bénéficiaire de ces progrès récents. Est-il besoin de dire longuement sa dette à l'égard de la géographie, ou de l'économie politique, ou encore de la sociologie? Une des œuvres les plus fécondes pour l'histoire, peut-être même la plus féconde de toutes, aurait été celle de Vidal de la Blache, historien d'origine, géographe par vocation. Je dirais volontiers que le tableau de la géographie de la France, paru en 1903, au seuil de la grande histoire de France d'Ernest Lavis, est l'une des œuvres majeures, non seulement de l'école géographique, mais aussi de l'école historique française. Il suffira d'un mot, pareillement, pour signaler ce dont l'histoire est redevable à l'œuvre capitale de François Simian, philosophe devenu économiste, et dont la voix, ici au collège, s'est malheureusement fait entendre pendant trop peu d'années. Ce qu'il a découvert des crises et des rythmes de la vie matérielle des hommes a rendu possible l'œuvre éclatante d'Ernest Labrousse, la plus neuve contribution à l'histoire de ces 20 dernières années. Voyez aussi ce que l'histoire des civilisations a pu retenir de l'enseignement prestigieux de Marcel Mauss, qui était l'une des gloires authentiques du Collège de France. Qui mieux que lui nous a appris, à nous historiens, l'art d'étudier les civilisations dans leurs échanges et leur côté friable, à les suivre dans leur réalité rudimentaire, hors de cette zone d'excellence et de qualité où l'histoire d'hier, au service de toutes les vedettes du jour, s'est trop longtemps et trop exclusivement conclue. Dirais-je enfin, personnellement, ce que la sociologie de Georges Gurvitch, ses livres et plus encore ses entretiens éblouissants, ont pu m'apporter d'incitation à penser et de nouvelles orientations. Il n'est pas nécessaire de multiplier les exemples pour expliquer comment l'histoire, durant ces dernières années, s'est enrichie des acquisitions et des nourritures de ses voisines. Elle s'en est véritablement bâtie un corps nouveau. Encore fallait-il en convaincre les historiens eux-mêmes, gênés par leur formation, quelquefois par leurs admirations. Il arrive souvent que, sous l'influence de fortes et riches traditions, une génération entière traverse, sans y participer, le temps utile d'une révolution intellectuelle. Il arrive aussi, heureusement, il arrive presque toujours que quelques hommes soient plus sensibles, mieux aptes que d'autres à percevoir ces coulées neuves de la pensée de leur temps. Il est évident que ce fut un moment décisif, pour l'histoire française, que la fondation, en 1929, à Strasbourg, par Lucien Febvre et Marc Bloch, des Annales d'histoire économique et sociale. On me permettra de parler d'elle avec admiration et reconnaissance, puisqu'il s'agit d'une œuvre riche de plus de 20 années d'efforts et de réussite, où je ne suis qu'un ouvrier de la seconde heure. Aujourd'hui, rien de plus simple que de souligner et faire comprendre l'originalité vigoureuse du mouvement à son origine. Lucien Febvre écrivait en tête de sa jeune revue, tandis qu'aux documents du passé, les historiens appliquent leur bonne vieille méthode éprouvée, des hommes de plus en plus nombreux consacrent, non sans fièvre parfois, leur activité à l'étude des sociétés et des économies contemporaines. Rien de mieux, bien entendu, si chacun, pratiquant une spécialisation légitime, cultivant laborieusement son jardin, s'efforçait néanmoins de suivre l'œuvre du voisin. Mais les murs sont si hauts que bien souvent ils bouchent la vue. Que de suggestions précieuses, cependant, sur la méthode et sur l'interprétation des faits, quel gain de culture, quel progrès dans l'intuition naîtrait entre ces divers groupes d'échanges intellectuels plus fréquents. L'avenir de l'histoire est à ce prix, et aussi la juste intelligence des faits qui demain seront l'histoire. C'est contre ces schismes redoutables que nous entendons nous élever. Nous répéterions volontiers aujourd'hui ces mots qui n'ont pas encore convaincu tous les historiens individuellement
mais qui ont pourtant, qu'elle le veuille ou non, marqué toute la jeune génération. Qu'elle le veuille ou non, car les annales ont été accueillies, comme tout ce qui est fort, par de vigoureux enthousiasmes et des hostilités obstinées. Mais elles ont toujours pour elles, la logique de notre métier et l'évidence des faits et l'incomparable privilège d'être à la pointe de la recherche, même si cette recherche est aventureuse. Je n'ai pas besoin de parler ici, devant un public d'historiens, de ce long et multiple combat. Je n'ai pas davantage à vous dire l'ampleur et la diversité et la richesse de l'œuvre de mon illustre prédécesseur. Chacun connaît, de Lucien Febvre, son Philippe II et la Franche-Comté, la Terre et l'évolution humaine, le Rhin, Luther, son livre magnifique sur Rabelais et l'incroyance religieuse au XVIe siècle, et, dernière en date, cette fine étude sur Marguerite de Navarre. J'insisterai par contre sur les innombrables articles et les innombrables lettres qui sont, je le dis sans hésiter, sa plus large contribution intellectuelle et humaine à la pensée et aux discussions de son temps. C'est là qu'il a abordé librement tous les sujets, toutes les thèses, tous les points de vue, avec cette joie de découvrir et de faire découvrir à laquelle n'a pu rester insensible aucun de ceux qui l'ont vraiment approché. Personne ne pourrait établir le compte exact de toutes les idées ainsi prodiguées, diffusées par lui, et nous ne l'avons pas toujours rejoint dans ses alertes voyages. Nul en dehors de lui n'eût été capable, assurément, de fixer notre route au milieu des conflits et des ententes de l'histoire avec les sciences sociales voisines. Nul mieux que lui n'a été en mesure de nous redonner confiance dans notre métier, dans son efficacité. Vivre l'histoire, tel est le titre d'un de ses articles, un beau titre et un programme. L'histoire, pour lui, n'a jamais été un jeu d'érudition stérile, une sorte d'art pour l'art, d'érudition qui se suffirait à elle-même. Elle lui est toujours apparue comme une explication de l'homme et du social à partir de cette coordonnée précieuse, subtile et complexe, le temps, que seuls, historiens, nous savons manier, et sans quoi ni les sociétés ni les individus du passé ou du présent ne reprennent l'allure et la chaleur de la vie. Il a sans doute été providentiel pour l'histoire française que Lucien Febvre, tout en étant particulièrement sensible aux ensembles, à l'histoire totale de l'homme, vue sous tous ses aspects, tout en ayant compris avec lucidité les possibilités nouvelles de l'histoire, n'en soit pas moins demeuré, en même temps, capable de sentir, avec la culture raffinée d'un humaniste, et d'exprimer fortement ce qu'il y a eu de particulier et d'unique dans chaque aventure individuelle de l'esprit. Le danger d'une histoire sociale, nous l'apercevons tous. Oublié dans la contemplation des mouvements profonds de la vie des hommes, chaque homme aux prises avec sa propre vie, son propre destin. Oublié, nier peut-être ce que chaque individu a toujours d'irremplaçable. Car contester le rôle considérable qu'on a voulu donner à quelques hommes abusifs dans la genèse de l'histoire, ce n'est certes pas nier la grandeur de l'individu en tant qu'individu, et l'intérêt pour un homme de se pencher sur le destin d'un autre homme. Je le disais tout à l'heure, les hommes, même les plus grands, ne nous semblent pas aussi libres qu'à nos devanciers en histoire, mais l'intérêt de leur vie ne s'en trouve pas amoindri, au contraire. Et la difficulté n'est pas de concilier, sur le plan des principes, la nécessité de l'histoire individuelle et de l'histoire sociale. La difficulté est d'être capable de sentir l'une et l'autre à la fois, et, se passionnant pour l'une, de ne pas dédaigner l'autre. C'est un fait que l'histoire française, engagée par Lucien Febvre sur le chemin des destins collectifs, ne s'est jamais désintéressée un instant des sommets de l'esprit. Lucien Febvre a vécu avec passion et obstination auprès de Luther, de Rabelais,
de Michelet, de Proudhon, de Stendhal. C'est l'une de ses originalités de ne jamais avoir renoncé à la compagnie de ces princes authentiques. Je pense tout particulièrement au plus brillant de ses livres, à son Luther, où je le soupçonne d'avoir voulu se donner un instant le spectacle d'un homme vraiment libre, dominant son destin et le destin d'histoire. Aussi, l'aura-t-il suivi seulement pendant les premières années de sa vie révoltée et créatrice, jusqu'au jour où se referme sur lui, de façon implacable, le destin de l'Allemagne et celui de son siècle. Je ne crois pas que cette vive passion de l'esprit ait entraîné chez Lucien Febvre une quelconque contradiction. L'histoire, pour lui, reste une entreprise prodigieusement ouverte. Il a toujours résisté au désir, cependant naturel, de lier le faisceau de ses richesses nouvelles. Construire, n'est-ce pas toujours se restreindre? Et voilà pourquoi, si je ne me trompe, tous les grands historiens de notre génération, les plus grands et donc les plus fortement individualisés, se sont sentis à l'aise dans l'éclairage et l'élan de sa pensée. Je n'ai pas besoin de souligner ce qui oppose les œuvres capitales, chacune à sa façon, de Marc Bloch, de Georges Lefebvre, de Marcel Bataillon, d'Ernest Labrousse, d'André Pigagnol, d'Augustin Renaudet. N'est-il pas étrange qu'elle puisse, sans effort, se concilier avec cette histoire entrevue, puis consciemment proposée, voilà plus de 20 ans? Peut-être est-ce ce faisceau de possibilités qui donne sa force à l'école historique française d'aujourd'hui. École française. Un Français ose à peine prononcer ce mot. Et le prononce-t-il? Il sent tout de suite tant de divergences internes qu'il hésite à le répéter. Et cependant, de l'étranger, notre situation n'apparaît pas aussi complexe. Un jeune professeur anglais écrivait dernièrement « Si une nouvelle inspiration doit pénétrer notre travail historique, c'est de France que très vraisemblablement elle peut nous venir. La France semble devoir remplir dans le présent siècle le rôle qu'a tenu l'Allemagne dans le précédent. » Est-il besoin de dire que des jugements de cette sorte ne peuvent que nous apporter encouragement et fierté? Ils nous donnent aussi le sentiment d'un fardeau exceptionnel de responsabilité, l'inquiétude de ne pas en être digne. Cette inquiétude que j'ai l'air de rencontrer, un peu par hasard, aux derniers instants de ma conférence, vous savez bien qu'elle m'accompagnait avant même d'en avoir prononcé le premier mot. Qui ne s'inquiéterait, en lui-même, d'avoir à prendre place parmi vous? Heureusement, la tradition est bonne conseillère. Elle offre au moins 3 refuges. Lire sa conférence, et c'est, je l'avoue, la première fois de ma vie que je m'y résigne, et s'assaisir mon trouble. Se dérober derrière un programme à l'abri de ses idées les plus chères. Certes, l'écran nous cache mal. Ensuite, évoquer ses amitiés et ses sympathies pour se sentir moins seul. Ces sympathies et ces amitiés, elles sont toutes présentes à mon souvenir reconnaissant. Sympathie active de mes collègues des hautes études, où j'ai été appelé voilà presque 15 ans. Sympathie active de mes collègues en histoire, mes aînés ou mes contemporains, qui ne m'ont pas manqué, à la Sorbonne notamment, où j'ai eu tant de plaisir à connaître, grâce à elle, la jeunesse de nos étudiants. D'autres ici, et très chers, veillent sur moi. J'ai été conduit dans cette maison par la trop grande bienveillance d'Augustin Renaudet et de Marcel Bataillon. Sans doute parce que, malgré mes défauts, j'appartiens à la patrie étroite du XVIe siècle et que j'ai beaucoup aimé et que j'aime, d'un cœur sans mélange, l'Italie d'Augustin Renaudet et l'Espagne de Marcel Bataillon. Ils ne m'ont pas tenu rigueur d'être, par rapport à eux, un visiteur du soir.
L'Espagne de Philippe II n'est plus celle d'Érasme. L'Italie du Titien ou du Caravage n'a plus, pour l'éclairer, les inoubliables lumières de la Florence de Laurent le Magnifique ou de Michel-Ange. Le soir du XVIe siècle. Lucien Febvre a l'habitude de parler des tristes hommes d'après 1560. Tristes hommes, oui, sans doute, ces hommes exposés à tous les coups, à toutes les surprises, à toutes les trahisons des autres hommes et du sort, à toutes les amertumes, à toutes les révoltes inutiles. Autour d'eux, et en eux-mêmes, tant de guerres inexpiables. Hélas, ces tristes hommes nous ressemblent comme des frères. Grâce à vous, mes chers collègues, la chaire d'histoire de la civilisation moderne, restaurée en 1933, aura été préservée, et l'honneur m'incombe d'en assurer la continuité. C'est un honneur très lourd. Amitié, sympathie, bonne volonté, ardeur à la tâche que l'on sent au fond de soi-même, ne peuvent empêcher que l'on ne redoute en toute conscience et sans fausse humilité de succéder à un homme sur qui repose, aujourd'hui encore, la tâche immense que j'ai définie, en marge de ses livres, dans le sillon même de sa pensée inlassable, à notre grand et cher Lucien Febvre, par qui, pendant des années, pour la gloire de cette maison, s'est fait entendre à nouveau